le professeur Arthur Banga est là. Quand le président Alassane Ouattara arrivait, il n'y avait que 3 universités. Bientôt, on va finir l'université de Bondoukou. On passera à 10 universités. Déjà terminé. Et vous prenez dans le domaine de la santé, c'est pareil. Donc vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand vous parlez de bilan, on souhaiterait qu'on ait un jour un débat entre votre parti et le RHDP pour qu'on puisse discuter de bilan. Parce que je pense que vous, quand vous venez sur le plateau, plutôt que de critiquer le RHDP, vous devez nous dire que pour les 5 années qui viennent, lorsque, si par extraordinaire, votre candidat arrive au pouvoir, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est pas le sujet de ce soir. Bon, enfin, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Non, j'arrive, laissez-moi terminer. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des routes, dans le, tout et ça, dans le domaine de l'hydraulique? D'abord, rappeler que ce débat, à mon sens, est épuisé. Pourquoi? Parce que, bon, on a suffisamment débattu depuis 5 ans, parce que c'est du réchauffé. Alassane Ouattara peut être candidat, il peut ne pas être candidat, il ne peut pas être candidat, la Constitution, etc. Le Conseil constitutionnel en 2020 a tranché, comme dans tous les pays démocratiques. Le Conseil constitutionnel a estimé que nous avions une nouvelle Constitution. Et d'ailleurs, dans la nouvelle Constitution, il est mentionné une nouvelle République. Et qu'à partir de ce moment, Alassane Ouattara avait le droit de faire 2 autres mandats. Là, il a son premier mandat, donc de la 3e République. Mais en 5 ans, nous sommes la première force politique. Donc, laissons-nous aussi le temps de consolider cela. Et je vous jure que le leadership du président Ouattara permettra de tracer les sillons dans les années à venir. Ce qui est important aujourd'hui pour les Ivoiriens, ce n'est pas de savoir ce que nous ferons après 2030. Ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est de savoir, au lendemain de l'élection présidentielle, quelles sont... Vous allez la gagner. Donc oui, mais on la gagne, oui, mais tout n'est pas de gagner. Certains ont gagné les élections, même dans les conditions de calamité, mais on sait ce qu'ils ont fait du pouvoir. On veut la gagner, on veut bien la gagner, mais on veut la gagner autour d'un projet et d'actions concrètes impactant les Ivoiriens comme l'avons fait les 15 dernières années. Si vous écoutez, si vous m'aviez suivi, si vous avez suivi chaque fois que je vais faire des tournées, je lance toujours un appel à nos frères du PDCI de venir avec le RHDP parce que nous sommes tous des oufoutistes. J'échange beaucoup avec beaucoup de militants. Mais le Congrès ne l'a pas dit. Oui, mais le rôle du Congrès... C'est de revenir Non, le rôle du Congrès, ce n'était pas d'aller dire allez-y en alliance avec un tel ou un tel. Les alliances, c'est en fonction des échanges que nous avons. Mais nous leur lançons toujours cet appel. Je suis sur votre plateau. Je dis que le PDCI est un parti oufouetiste, le RHDP est un parti oufouetiste. Nous avons l'obligation de nous entendre pour travailler ensemble pour faire avancer ce pays comme l'a souhaité le président Houphouët-Boigny lui-même. Alors, je voudrais, Arthur, sur l'avenir, il ne faudrait pas s'inquiéter. Déjà, on a des textes modernes. D'ailleurs, à l'occasion de ce congrès, on a consacré un poste de premier vice-président. Le premier vice-président donc, du RHDP supplée le président en cas de vacances ou d'empêchement. Donc, les mécanismes démocratiques ont été prévus. Il sera élu ou sera nommé ce premier vice-président? Non, le premier vice-président devient automatiquement le président du parti. Non, oui, mais le premier vice-président, il sera élu ou il sera nommé? Vous avez dit en cas de vacances. Il sera en cas de vacances. Il est d'abord premier vice-président? Oui, mais il sera nommé par le président du parti. Okay. Ensuite, pour l'avenir, nous, on a confiance au président Alassane Ouattara. Je pense que... Oui, mais je l'ai dit. Oui, mais non, ce n'est pas une faiblesse. C'est pas une... Si on s'accorde tous sur les grandes qualités de ce monsieur... On est bien d'accord. Vous pouvez bien imaginer que nous sommes tous les résultats de sa politique depuis plusieurs années. Et il a su s'entourer des cadres hyper compétents. Et donc, pour l'avenir, le président Ouattara saura nous dire, à un moment donné, la voie qu'il veut construire. D'ailleurs, c'est lui qui nous a proposé Amadou Gon Coulibaly en 2020, qui a été adoubé par la quasi-totalité des militants du RHDP. Le fait de parler des défis sécuritaires, l'argument tient le coup. Mais dire que la sécurité, la stabilité de la Côte d'Ivoire repose sur un homme de 83 ans qui va avoir 84 ans en janvier. Non, l'âge n'est pas gage d'expérience. En Afrique, on dit souvent, l'âge est gage de sagesse. Mais est-ce qu'on est dans la sagesse actuellement avec la décision qu'ils viennent de prendre? Donc, non, pas du tout. Il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans et qui sont expérimentés, qui sont suffisamment aguerris pour assurer de telles fonctions et de garantir la paix et la stabilité de notre pays. Non, résumer la stabilité et la paix de notre pays en la personne du président Alassane Ouattara, c'est réduire la Côte d'Ivoire à une seule personne et c'est dangereux. Le président Alassane Ouattara a fait de bonnes choses. Il a agi. Le temps que le peuple lui a donné pour agir est passé. Et il faut qu'il accepte de passer la main.
C'est ce qu'on lui demande. Il aurait mieux fait, madame. Alassane Ouattara a subi l'exclusion. Il s'est battu. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Moi, il a utilisé les moyens qu'il pouvait pour affirmer qu'il pouvait être... et il est arrivé aux affaires. On a vu comment il est arrivé aux affaires. Ce n'est pas à lui d'utiliser l'exclusion aujourd'hui pour écarter d'autres Ivoiriens au combat démocratique. Non, il aurait mieux fait, c'était l'occasion de sortir par la grande porte en organisant une élection libre, inclusive, et que le meilleur gagne, et sortir par la grande porte par l'histoire. Là, il va sortir certainement par la petite porte. Donc, ce qui dérange en soi, c'est vraiment au niveau de l'élection, parce qu'en soi, comme vous l'avez dit, son bilan est quand même satisfaisant, on peut dire. Il a quand même multiplié le budget donc, de l'État par 5. Il a justement, le pays reste le premier producteur mondial de cacao. En soi, c'est vraiment le candidat là qui vous fait peur. Ben non, pas du tout. Premier producteur de cacao, c'est depuis le président Houphouët-Boigny. Hein. C'est pas à l'arrivée d'Alassane Ouattara que c'est là. Tous les présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays solide économiquement, solide, qui est assis sur des bases. Et ces bases-là ont été créées par le PDCI-RDA, par le président Houphouët-Boigny, ensuite Henri Konan Bédié. Donc tous les chefs d'État qui sont passés savent très bien que la Côte d'Ivoire est solide. Oui, mais multiplier le budget de l'État par 5, c'est... Ah oui, avec 345 milliards de budget de souveraineté, c'est-à-dire un peu plus d'1 milliard pour lui chaque jour, c'est pas ça l'efficacité. Non. C'est vrai, économiquement, on peut penser cela, mais la Côte d'Ivoire, je dirais, la Côte d'Ivoire est un géant politique, un géant économique, mais un géant avec des pieds d'argile sur le plan démocratique, de la démocratie. Et c'est ce que nous regrettons. On ne dit pas qu'Alassane Ouattara n'a pas travaillé, n'a pas fait de bonnes choses. Mais il est en train de construire, là, en Côte d'Ivoire, une république bananière, où tous les 2 ans, à la fin du 2e mandat constitutionnel, on crée une république factice et on remet le compteur à zéro. À partir de là, la force économique de la Côte d'Ivoire n'est pas pérenne. Donc vous ne trouvez pas que ce serait une bonne idée de faire donc une alliance avec Ouattara en cas de victoire, par exemple? Non, je ne pourrais pas décider de ce que fera la haute direction du parti, mais je ne crois pas à la victoire d'Alassane Ouattara. Je crois plutôt à la victoire du président Tidiane Thiam et du PDCI-RDA. Parce que je suis convaincu qu'au final, on arrivera à ça. Mais comment vous y arriverez? Parce que quand même, on est à 3 mois des élections et on a l'impression qu'aucune stratégie n'a été mise en place. Ah si. Il y a des stratégies, c'est-à-dire que la première chose, étape par étape, nous avons, après le rejet par des artifices juridiques, et sans recours en Côte d'Ivoire. Donc tout a été fait pour qu'il ne puisse pas revenir dans le jeu. Le président a décidé de saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU à l'effet de faire garantir ses droits politiques en Côte d'Ivoire. Et une décision vient d'être prise. Heureux de cette décision. Donc nous attendons que l'État de Côte d'Ivoire qui a signé ces accords, ces traités, puisse faire droit et garantir les droits politiques et civiques du président Tidiane Thiam. Et je pense que ça va être fait. D'ailleurs, si vous le voulez bien, revenons justement sur la décision du comité, donc, en tout cas l'invitation, si je puis dire, du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui invite donc la Côte d'Ivoire à prendre, je cite, toutes les mesures nécessaires pour garantir que Tidiane Thiam puisse exercer donc ses droits politiques. Mais on a l'impression qu'il y a eu une sorte de malformulation, une sorte de quiproquo, justement interprété par l'avocat de Tidiane Thiam et justement ses partisans qui devraient justement conduire à une réintégration immédiate donc du président, mais de l'autre côté, l'État ivoirien insiste justement que le fait que la comité n'a pas accordé les mesures provisoires pour demander par Tidiane Thiam. Donc on a l'impression qu'on est un peu dans le flou. D'un côté, l'avocat de Tidiane Thiam qui dit que justement ils vont garantir les droits, et d'un autre, l'État ivoirien qui dit non, pas du tout, c'est pas du tout le cas. Je vais vous mettre à l'aise, madame. Ce que nous assistons, partons dès le départ, l'État de Côte d'Ivoire prend des décisions aux artifices juridiques pour éliminer le président Tidiane Thiam. Sans recours, il saisit donc le Comité des droits de l'homme de l'ONU.
Et ce comité lui demande d'apporter davantage d'éléments. Il le fait. Le même comité interroge l'État de Côte d'Ivoire, qui s'explique. Et aussi au vu de ces données, de ces arguments, que cette décision est prise. C'est une vraie décision. Simplement, le comité demande à l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour garantir les droits politiques et civils du président Tidjane Thiam. Ça veut dire quoi? Selon l'alinéa 2 de l'article 25 du pacte international, tout citoyen d'un État a le droit de participer à la vie politique de son pays, c'est-à-dire voter et être voté. Comment vote-t-on, madame, dans un pays? C'est d'être sur la liste électorale, dans tous les pays. Donc, cette décision qui a été notifiée à l'État de Côte d'Ivoire par le secrétaire exécutif de l'ONU en personne, par la note en verbale en date du 29 juillet 2025, dit clairement qu'il faut prendre des dispositions pour que le président Tidjane Thiam récupère ses droits. Vous n'avez pas l'impression que quand même la poire a été découpée en deux? Vous n'avez pas trop crié victoire trop vite? Non, pas trop vite. C'est-à-dire que le communiqué du PDCI lu par l'honorable Simon Do, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA et conseiller spécial du président, est très clair. Est très clair là-dessus. C'est une vraie décision. Ce que dit de cette décision, c'est d'abord de faire appliquer les droits, de garantir les droits du président Tidjane Thiam, ça c'est clair. Si les droits ne sont pas garantis, si les droits étaient garantis, le comité n'allait pas enjoindre l'État de Côte d'Ivoire de garantir ses droits. Ça c'est un fait. Deuxièmement, en attendant que le dossier soit traité dans le fond, voilà, c'est ce qu'il dit, garantissez ses droits, on fixe ses droits, c'est pour qu'il participe, et ensuite on verra. Donc c'est une vraie décision. Tous les artifices à côté, comme on a l'habitude de voir l'État de Côte d'Ivoire qui nous a habitués à aller à gauche et à droite, ne passent pas. L'État de Côte d'Ivoire a signé tous ces traités. Je vous rappelle qu'il serait dommageable pour le président et pour la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara n'arrive pas dans ça. Parce que lui-même, en 2011, et c'est l'ONU, pas la force de l'ONU, qui l'a saisi et qui a pris des résolutions qui ont permis à l'État de France de le faire, de l'amener à l'État, à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, il en a déjà bénéficié, il connaît le processus. Donc, je pense qu'il va aller dans ce sens. Il ne va pas mettre l'État de Côte d'Ivoire dans une situation inconfortable. C'est une jurisprudence, puisque c'est la même décision qui avait été prise en 2018 pour le président Lula au Brésil. Et quelles sont d'ailleurs justement aujourd'hui les solutions pour que Tidjane Thiam donc revienne dans la course, hormis celle-là, si vous en avez toujours une? Bien, le PDCI-RDA est un parti de dialogue et de paix. Et nous appelons, c'est pour ça qu'il y a ce front commun entre tous les acteurs, le PDCI et le PPACI, qui constituent déjà la grande majorité de la population ivoirienne, de demander à l'État de Côte d'Ivoire de faire droit aux droits de ces deux candidats pour que devienne la paix dans notre pays. Pour une fois, la Côte d'Ivoire sorte d'une élection sans mort. Ce n'est pas trop demandé quand on est quand même un petit peu habité par la vie afin de garder, conserver la vie des Ivoiriens, ce serait d'aller dans ce sens. Faire le contraire. Donc pour nous, c'est l'application de cette décision qu'on attend, mais après on verra. En soi, le front commun peut être une solution, mais c'est une solution. En soi, ça veut dire que l'unité des oppositions est la garantie à l'élection présidentielle pour Tidjane Thiam? L'unité de l'opposition est une garantie pour tous les acteurs de l'opposition, le président Tidjane Thiam, le président Laurent Gbagbo et tous ceux qui voudront être candidats, le premier Solo Guillaume. C'est cette garantie qui va permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas l'explosion en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons plus. 2010, 2020, ça en fait trop. Avec le même acteur, Alassane Ouattara. Le peuple attend qu'il fasse droit à la paix dont il a besoin. Monsieur Badi, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous croyez encore que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour une véritable alternance donc politique à quelques mois de ces élections-là? Sur la bonne voie, on est un peu inquiet. Compte tenu de la position, vous voyez, depuis quelques jours en Côte d'Ivoire, ça bat une terreur sur les acteurs de l'opposition. C'est pour ça que certains Ivoiriens de la diaspora
dont je vous ai parlé, les cadres ivoiriens de la diaspora, se sont constitués en collectif, le collectif des cadres ivoiriens de la diaspora, pour interpeller, alerter, dénoncer, surtout alerter les décideurs du monde à l'effet de veiller, de prendre des actions préventives pour faire en sorte que le pire n'arrive pas comme en 2010 et en 2020. Et donc, oui, la situation est un peu inquiétante, mais gardons espoir. Gardons espoir que la Côte d'Ivoire n'est pas maudite. Hein. Voyez-vous ce qui vient de se passer avec le Bénin? La Côte d'Ivoire donne une très mauvaise image de l'Afrique. On a un petit peu honte, on est gêné d'être ivoirien quand on voit cela. En soi, en Cameroun, ça n'a pas trop gêné. Bon, oui, non, mais, comme on parle de la Côte d'Ivoire, mais le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères qui ont deux présidents. En Afrique, on respecte l'âge, donc je vais rester poli, mais tu as deux présidents d'un âge extrêmement avancé. Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette action pour vous dire, regardez celui-ci, c'est ce que disait il y a quelques temps, conseil que donnait le président Alassane Ouattara au président Robert Mugabe en 17 novembre 2010. Voici ce qu'il disait. Le monde a changé et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, mais pas seulement les chefs d'État africains. Et il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine, mon ami. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge. Et compte tenu de la durée des fonctions, tout le monde est conscient qu'il doit céder son. Le conseil qu'il donnait hier, il faut qu'il se l'applique. En Côte d'Ivoire, on dit, l'adage, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est dommage. Nous voulons une Côte d'Ivoire en paix et démocratique.